Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cette interview à Radio Rythme Bleu avant votre départ et au terme d'une brève visite. Une visite un peu atypique quand même. Vous êtes arrivé le 10 décembre et pour des raisons sanitaires, vous êtes resté à l'isolement pendant ces 5 jours. Mais vous étiez présent sur le territoire pour le troisième référendum du 12 décembre. Troisième et ultime consultation prévue par l'accord de Nouméa. Pourquoi est-ce que vous vouliez être sur place, sur le territoire, pendant cet ultime scrutin? Bon, la première des raisons, elle vient du cœur. C'est que depuis que je suis ministre des Outre-mer, je m'investis quand même beaucoup avec mes équipes sur ce dossier. Et puis on sait très bien que c'était une étape importante. Je m'étais rendu la première fois en Nouvelle-Calédonie au lendemain du deuxième référendum avec un enjeu qui était de rétablir le dialogue et le contact avec des leaders politiques qui parfois ne s'était pas adressé la parole, comme vous le savez, depuis de nombreux mois, voire même un peu plus, il faut bien le reconnaître. Puis très vite, à distance, il a fallu gérer le dossier de l'usine du Sud, puis de l'instabilité gouvernementale, puis enfin la séquence parisienne, avec le document du oui ou du non, la déclaration de Paris, en quelque sorte, on va y revenir, j'imagine, pour le poste Nouméa, et puis bien sûr, le choix de la date, puis le mois d'octobre, la gestion de la crise Covid, où je suis venu parce qu'il fallait marquer la solidarité nationale, et puis bien sûr aussi cette parole que l'on donne à la société civile. Donc c'était normal, au fond, de revenir, même si vous l'avez dit, ce ne fut pas le déplacement le plus agréable, car complètement enfermé. C'était un peu frustrant de suivre les résultats comme ça à distance sans pouvoir être en contact directement avec le terrain, avec les... Ouais, oui, c'est certain. Alors après, ça me permettait aussi, avec le haut-commissaire et les forces de sécurité intérieure, de faire un point précis aussi sur la situation d'ordre public. Mais je pense que la présence d'un membre du gouvernement à la demande d'Emmanuel Macron sur le territoire témoigne aussi de l'attachement profond de ce qui se passe ici. C'est pas l'éloignement géographique qui crée l'éloignement de cœur ou le désintérêt politique. Vous en parlez, c'est un scrutin qui s'est déroulé dans le plus grand calme. C'est vrai qu'il y avait des renforts assez conséquents. Vous aviez craint un moment que ça puisse déraper? Non, mais c'est un processus hors du commun, donc il est bien logique de se donner les moyens de réussir cela. D'ailleurs, je l'avais dit aux différents leaders politiques, y compris indépendantistes, une démocratie tient ces élections à l'heure promise ou choisie par celui qui est légitime pour les convoquer. Et ensuite, on doit être capable de l'organiser dans les règles de l'art. L'année dernière, on nous avait dit que des incidents ici ou là avaient créé un doute sur la quiétude, la tranquillité qu'il sied d'avoir autour d'une organisation d'une élection importante, d'une consultation électorale importante. Donc il était normal que la République déploie des moyens, et je pense que d'ailleurs les Canadiennes et les Canadiens peuvent marquer leur attachement aux forces de l'ordre, parce qu'elles sont là pour garantir l'état de droit et aussi cet exercice démocratique. Pas de regret donc d'avoir maintenu la date au 12 décembre, même si ça entraînait après une non-participation de la part des indépendantistes. Mais une fois de plus, le choix n'a pas été fait sur des critères politiques. Le choix, il a été fait sur le calendrier que nous estimions juste pour la fin de cet accord. Et ensuite, la question du report s'est posée. Je l'avais dit à votre micro au mois d'octobre, sur la base de critères sanitaires. Bah, le taux d'incidence était de 45 le jour du vote. Donc, une fois de plus, on ne peut pas comme ça jouer avec le calendrier électoral. Et nous ne sommes prisonniers d'aucun camp, je le dis. Alors, c'est vrai que les familles non indépendantistes réclamaient le 12 décembre. Enfin, si la famille non indépendantiste avait elle-même dit non-participation ou une demande de changement, j'aurais fait exactement la même réponse. C'est le rôle de l'État dans l'application des accords que de tenir aussi ce calendrier dans le cadre de ses compétences. C'était l'ultime, le troisième et ultime référendum. Est-ce que ça laisse pas un petit goût d'inachevé quand même qui est eu comme ça, cette très forte abstention? Si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est quand j'ai vu l'écart entre le oui et le non dès le premier référendum de 2018 que j'ai senti qu'il y avait un petit goût d'inachevé. Parce que quand on écoute les signataires, quand on écoute celles et ceux qui ont participé à l'aventure des accords de Nouméa, il y avait quand même cette promesse que tout permettrait de faire converger beaucoup de choses. Ce fut le cas. Et il ne faut pas dire que les accords de Nouméa n'en servaient à rien, ça serait scandaleux et ça serait historiquement pas vrai. On voit bien quand même que le rééquilibrage, les questions institutionnelles, enfin bref, on aura le temps de revenir dans ce détail-là, mais il faudra faire le bilan, ça fait partie des choses aussi que je suis venu dire ici au territoire. Mais l'accord de Nouméa a donc permis d'accomplir cela, mais force est de constater que lorsqu'on a pris l'appareil photo pour regarder où en était le corps électoral dès 2018, le clivage fut bien net. Et puis 2020 l'a accéléré, et au fond 2021 n'a fait que
de le confirmer, puisque la carte de l'abstention correspond globalement, sociologiquement et géographiquement à la carte du oui, telle qu'on a pu le connaître lors des deux précédentes consultations. Ça revient à la conviction qu'ont développé certains tout de même ces dernières années que un référendum binaire, c'est pas une solution de régler les problèmes. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont réglés ce soir? Est-ce qu'ils sont réglés aujourd'hui? Dès lors que tout le monde ne s'accorde pas sur les mots de la question et que malheureusement pendant longtemps des ambiguïtés ou du flou a été entretenu sur la réponse oui comme sur d'ailleurs la réponse non dans le cadre du maintien dans l'autonomie, question qui se pose là maintenant au moment où on se parle, il est clair qu'on a enfermé la Nouvelle-Calédonie dans quelque chose qui la divise, et ce n'est pas du tout faire offense à la légitimité des combats tels qu'ils sont menés. Le combat indépendantiste, il est éminemment respectable, il doit être respecté, et celles et ceux qui marquent leur attachement à la République, par définition aussi, doivent être respectés. Mais il est clair que ce caractère binaire n'a pas donné la solution escomptée. Et même là, on a 3 fois non qui donnent donc un cadre juridique et politique. La Nouvelle-Calédonie, c'est l'ensemble républicain français. C'est donc dans ce cadre désormais que les choses vont se faire. Mais pardon, ça suffit pas. Maintenant, la question, c'est comment la Nouvelle-Calédonie tient un cadre de stabilité et puis accessoirement, mais de prospérité. Parce que si tout ça, c'est l'instabilité et l'appauvrissement, le fait que ça reste français ne suffit pas. Donc en fait, le projet de société qui est à imaginer dans le cadre républicain, c'est un peu la feuille de route qui nous attend et sur lequel l'État ne pourra pas faire tout seul. On va y revenir, mais tout de même pour rester un petit peu au 12 décembre et à ces résultats. Donc vous le dites, il faut juger la séquence des 3 référendums. C'est très clair, la Calédonie reste dans l'ensemble français. Rarement 3 fois la même question à si peu de temps d'intervalle. Donc c'est quand même l'occasion d'analyser les 3 en même temps. C'est 3 fois non, mais qui disent des choses de la sociologie du territoire et de sa géographie. On ne peut pas l'ignorer. Alors le 12 décembre au soir, le président de la République a pris la parole. La Nouvelle-Calédonie restera donc française. Ce sont les termes qu'il a employés. C'est quoi la portée de ce constat? Ça signifie que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie sera forcément au sein de la République, voire définitivement au sein de la République? C'était l'objet des référendums et c'était l'objet de l'accord. Le problème maintenant, c'est que, il nous tarde le moment venu de pouvoir discuter avec toutes les formations politiques, c'est qu'il faut que chacun s'accorde à dire c'est quoi le processus de décolonisation demain. D'aucuns diront c'est fini, d'autres diront mais non ça continue. C'est quoi l'autodétermination de demain? Certains diront mais ça continue, d'autres diront c'est fini, d'autres diront ça continue mais avec des conditions, d'autres diront c'est fini mais avec des conditions. Non mais je fais parler tout le monde, mais on le voit bien que ça va arriver ce moment-là. Et en fait, ce que je cherche à faire, et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent comprennent, c'est que on voit bien qu'il y a des sujets qui vont s'imposer très vite à nous et qui de toute façon vont empêcher de traiter calmement cette question du projet de société. Ce sont les questions financières, les questions sanitaires dans une autre mesure et les questions liées au nickel. Vous parlez même de préalable sur ces questions-là. Oui, alors je sais que ce mot veut dire quelque chose. Il a du sens en tout cas ici. Mais je crois qu'il a du sens. Et en fait, comparaison n'est pas raison. Et il ne s'agit pas de refaire les accords de Nouméa de toute façon. Donc l'histoire ne bégaye pas. Et vous avez vu le nombre de commentateurs nationaux qui ont encore voulu ces derniers jours enfermer la Nouvelle-Calédonie dans son histoire, y compris l'histoire des années 80. La Nouvelle-Calédonie, par définition, ça sera une nouvelle histoire, quoi qu'il arrive. Mais il est clair qu'il y a des préalables pour se causer. Voilà. Il y a des préalables pour se mettre d'accord. Il y a des préalables pour arrêter sur un certain nombre de non-dits. L'arrêté, c'est que l'accord de Nouméa a eu une clarté inouïe sur certains aspects. Et il y avait quand même des parts d'incompréhension ou en tout cas de non-dits qui pouvaient rester là. On ne peut pas nier qu'une certaine gauche a promis que l'accord de Nouméa, c'était forcément peut-être à la fin l'indépendance de manière automatique, et ça a été dit à des indépendantistes, on ne veut pas le nier. Et inversement, une certaine droite a estimé que ce n'était que pour gagner du temps et que ensuite ça sera circulé, il n'y a rien à voir. Je le dis avec respect, mais de mon jeune âge, je me permets de le dire maintenant, après 1 an et demi d'investissement important dans ce dossier, il faut aussi que les bases soient claires. Et donc se parler franchement de sujets qui sont parfois difficiles, comme les finances locales, c'est-à-dire en clair la fiscalité, mais aussi le niveau de service public que l'on met sur le territoire, c'est un préalable, c'est le préalable de demain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'indépendance ces dernières années, puis en fait, patatras, on se réveille un beau matin, puis on s'aperçoit que ce pays d'autonomie n'arrive pas à se financer. C'est quand même terrible, cette gueule de bois, mais c'est quand même une réalité. Et j'en veux à personne, mais je dis juste que mon job en tant que jeune représentant de l'État, avec le haut-commissaire Patrice Faure, c'est de dire qu'il y a des sujets qui sont des éléphants dans la pièce et qu'il faut les traiter au calme. Et moi, je vais vous dire les choses de la manière la plus claire. Il faut que chaque formation politique fasse un pas vers l'autre. Et je crois que sur les questions financières, comme sur les questions de nickel, mais surtout sur les questions financières, moi j'appelle les formations politiques à une forme d'union sacrée pour se parler et prendre les bonnes décisions pour un truc qui s'appelle l'intérêt général. Alors ces 3 dossiers que vous avez identifiés,
peut-être, et même sûrement il y en a d'autres, mais ceux qui sont très urgents, avez-vous dit, les finances publiques locales, le dossier nickel, avec même des inquiétudes, vous avez un peu pointé du doigt, en tout cas alerté sur la situation de KNS et les déclarations de Glencore, et puis la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que sérieusement vous pensez que tout ça, même au nom de l'intérêt général, ça va pouvoir être réglé dans les quelques mois qui viennent avant la présidentielle? Vous voyez la question, c'est que certains disent oui, oui, c'est intéressant vos trois trucs, mais enfin ça suffit pas. Il faut démarrer tout de suite la période de questionnement institutionnel. Il faut tout de suite parler de tous les sujets. Il peut pas y avoir une phase de vide. Et puis vous posez très justement la question de se dire est-ce que c'est pas déjà trop? Bon, déjà, c'est moins que ce que j'ai l'habitude de mettre sur la table. Après le Prédour, j'avais un plan de bataille avec des trucs à faire tous les mois. Bon, j'ai été vacciné de ce point de vue. Euh, et puis derrière, quand on fait le document oui-non, on pose plus de 150 questions à toutes les formations politiques calédoniennes, en cas de oui comme en cas de non. Vous n'avez pas eu de réponse du tout? Si. Pas surtout, pas sur les questions qui fâchent. D'ailleurs, je ferai remarquer à tout le monde que nous sommes dans le cadre du troisième non. Ça veut dire qu'il y avait des questions dans le document qui étaient posées en cas de non. Donc ces questions ne sont pas caduques, jusqu'à preuve du contraire. Et dans ces questions, c'est marrant, il y a la question du devenir de l'autodétermination. Enfin, je renvoie beaucoup à ce qu'on a fait, parce que l'État, pour la première fois, a écrit beaucoup de choses aussi pour marquer aussi cette responsabilité vis-à-vis des Calédoniennes et Calédoniens. Donc de toute façon, je vais vous dire une chose, sans langue de bois, les questions d'argent, la crise sanitaire et le nickel, que les gens soient d'accord ou pas d'accord, que peu importe le ministre, de toute façon, ça va être l'actualité du territoire au prochain semestre de l'année 2022. Donc, soit les gens sont capables, enfin les responsables politiques sont capables de se parler, soit devant vos caméras ou vos micros, soit secrètement, on s'en fout, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que les gens arrivent, et les différents acteurs, les responsables politiques arrivent à se parler de ce qui compte pour les Calédoniennes et les Calédoniens, c'est indispensable. Alors déjà, vous, est-ce que vous leur avez parlé et à qui, même si vous n'allez pas me dire forcément la liste complète, mais notamment les responsables indépendantistes. On a vu que depuis le 12 décembre, ils communiquent, enfin, ils font des communiqués, ils parlent, mais quand ils sont à l'extérieur de la Calédonie, ici c'est le mutisme complet. Vous avez pu s'ils les rencontrer, parler avec eux, voir un peu quel est leur état d'esprit aujourd'hui. Bon, déjà, il faut toujours garder la foi quand on s'occupe de ce dossier, parce que entre ceux dont ils ne veulent pas que l'on dise qu'on les a eus au téléphone, mais qu'on a eus facilement et qui ont contribué, et puis ceux qu'on a cherché à joindre, mais qui nous ont jamais rappelé, puis qui ensuite font des posts sur les réseaux sociaux pour nous expliquer qu'ils n'ont pas eu de nouvelles, il faut être patient quand même. Hein. Vous l'êtes, vous l'êtes. Pardon ? Vous l'êtes. Oui, mais j'appelle tout le monde à la responsabilité et aussi à une forme de solennité par rapport au moment historique que nous vivons. Enfin, les Calédoniennes et les Calédoniens, ils ont besoin aussi d'avoir une démocratie qui fonctionne. C'est aussi pour ça qu'on a maintenu le 12, dans les grandes raisons aussi. C'est qu'on ne joue pas comme ça avec les dates du calendrier. Et donc, on a besoin aussi d'avoir une démocratie représentative où les partis comptent beaucoup en Nouvelle-Calédonie, plus que dans l'Hexagone. Hein, on le voit bien. Les partis politiques présents au Congrès ont besoin de dialoguer, même pour s'engueuler, c'est pas grave, ont besoin de discuter avec l'État. Enfin, ou alors c'est que les Calédoniens n'ont plus de démocratie locale qui fonctionnerait correctement. Donc non, les contacts ont été nombreux. Je remercie celles et ceux des deux côtés qui jouent le jeu. Ça m'a permis enfin, jouer le jeu, c'est même pas un jeu, donc qui prennent leurs responsabilités, tout simplement. Ça m'a permis de rédiger ce courrier. Ce courrier, il arrive, que j'ai envoyé à tous les membres du gouvernement et du Congrès et aux parlementaires. Il arrive le dernier jour, il est sans surprise, il retrace globalement tout ce que j'ai pu dire à tout à chacun, avec les grands enjeux du moment. Déjà, quelques intuitions sur la période qui s'ouvre, sur les discussions institutionnelles, notamment avec la phase bilan, et puis la phase d'écoute de nouveau de la société civile, auquel je suis très attaché, parce que le monde économique, les associations, le monde coutumier, etc., ont quand même beaucoup de choses à dire. Donc je commence à créer le chemin de la méthode. Mais je vais le dire aussi avec la même franchise, ça ne pourra pas fonctionner si c'est dans le désordre. Donc il faut prendre les sujets dans l'ordre. Voilà, la méthode, c'est l'ordre aussi. Vos interlocuteurs, notamment côté indépendantiste, puisque encore une fois, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit ils sont. Bon, il y a eu des communiqués, on sait ce que ça vaut, mais bon, certains parlent de hold-up politique, d'autres disent qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité et la validité du scrutin. Ça vous inquiète ces attitudes, ou est-ce que ce sont, entre guillemets, des postures post-référendaires et qu'ils vont revenir dans le jeu Non, mais tout doit être respecté à une seule condition, c'est le non-recours à la violence. Voilà, je ne peux pas être plus clair. C'est qu'il y a un combat politique chez les indépendantistes, il est ancien,
il est légitime, je le dis vraiment, je sais que ça peut choquer quand on dit ça, hein, y compris après le troisième non, mais vouloir être indépendant, c'est une opinion, c'est une grande démocratie, la France. Donc on a le droit d'avoir l'opinion d'être indépendant et d'accéder à la pleine souveraineté. Non, mais je dis des évidences, mais puisque c'est la France ici par trois fois non, je répète, je vous annonce donc que les valeurs républicaines et les valeurs françaises sont aussi le fait qu'il n'y a pas de délit d'opinion. Donc que des formations politiques se battent pour accéder à l'indépendance, c'est quelque chose d'éminemment respectable et qui doit être respecté. Mais il faut désormais que le dialogue se rétablisse entre les uns et les autres. Et donc le recours à la violence, pour le coup, cet enfermement dans le passé, s'il devait arriver, ce n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais c'est pour ça que je me permets de me servir de votre micro comme une alerte, pour le coup, il témoignerait quelque chose qui serait contraire à l'état de droit et contraire à ce qu'est aussi nos valeurs et les défenses de valeurs d'humanité et d'humanisme que nous défendons tous. Donc le combat politique âpre, il n'y a pas de problème. Le combat électoral redoutable, il y a encore moins de problèmes. Ce sont les électeurs qui le tranchent. Mais une fois de plus, il faut que tout ça soit dans un cadre de sincérité, avec un truc dont on oublie trop souvent l'existence, qui s'appelle l'intérêt général. Risque de contestation de ce scrutin éventuellement auprès des Nations Unies. Vous avez annoncé que vous-même vous alliez vous rendre à New York pour rencontrer le comité des 24. Alors pour parler de la suite, mais pareil, il ne faut pas s'offusquer que les formations politiques indépendantistes aient envie de contester les résultats. Mais est-ce qu'il y a un risque Non, mais que ça puisse aboutir ou est-ce que de c'est... mon point de vue, non, mais j'ai envie de dire, je le dis avec prudence, enfin, c'est leur droit déjà. Enfin, une fois de plus, c'est la France. Donc, comme c'est la France, j'invite tout le monde à être fier d'être français, parce que ça permet aussi aux formations politiques indépendantistes de saisir le Conseil d'État, de porter des recours devant les tribunaux, pardon, mais tous les pays du monde ne le permettent pas. Il n'y a pas beaucoup de pays, d'ailleurs, dans lequel il y a encore un processus de décolonisation, dans lequel on peut accéder à la justice. Enfin, je veux dire, la France, avec ses parts d'ombre, non dépourvues de lumière, ben, on est plutôt dans le moment de la lumière, et il faut le revendiquer comme tel, et qu'effectivement, les Nations Unies sont un espace d'expression pour l'ensemble des formations politiques. J'ai vu que Mme Baquès y était rendue elle-même, et c'est normal d'aller rendre compte. Et moi, j'irai parce que je dirais aux Nations Unies, il y a une phase qui a démarré il y a maintenant plusieurs décennies. Il faut qu'on en fasse un bilan, et il est normal de porter le bilan devant l'Assemblée nationale, le Sénat, devant les Calédoniennes et les Calédoniens, mais aussi devant la communauté internationale. C'est la France et c'est plutôt notre dignité que de le faire. Même si un éventuel retrait de la Calédonie de la liste des pays à décoloniser, c'est pas l'actualité, c'est pas... dans le document sur Mais le moi, je Groenland, suis... c'était évoqué, mais c'était pas une urgence, Non, quoi, mais je n'ignore manifestement. pas que certains candidats à la présidentielle, qui parfois d'ailleurs ne connaissent absolument pas la Nouvelle-Calédonie, ou alors que de très loin, et peut-être même en mal à la placer sur un atlas ou une carte du monde, vont nous expliquer tout de suite, comme pour rassurer aussi une partie des auditeurs qui peuvent être inquiets de voir ces questions ne plus en finir. Mais si la France demain, unilatéralement, retirait la Nouvelle-Calédonie de la liste, est-ce que ça amènerait plus de stabilité, de prospérité du jour au lendemain ici ? Je veux vraiment que ce soit les deux mots qui résonnent de cette interview. La question de la souveraineté, elle a été tranchée par les trois référendums, 3 fois non. Maintenant, si on aime l'intérêt général, toujours la même chose, on réfléchit à un cadre qui permet d'arriver à de la stabilité et de la prospérité. De toute façon, je pense que c'est ce que les Calédoniennes et les Calédoniens, quelles que soient leurs origines ou leur vote, que sais-je, nous demandent avant tout. Alors on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez, semble-t-il, intégré, accepté ou souhaité que les discussions purement institutionnelles soient reportées à l'après échéance présidentielle et même législative, on imagine, le temps que les choses se remettent en place. Oui, Et, et encore, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait d'ici là, quoi? allez, je fais un peu de ping-pong avec vous. Quand on parle de comptes publics et de financement de l'autonomie, et donc d'assiette fiscale, et donc de taux de fiscalité, et donc de faire des économies dans les dépenses publiques, est-ce que c'est pas déjà de l'institutionnel? En vrai, comme diraient les enfants. Lorsque Bah, il on va y avoir parle un de budget à boucler, nickel, de toute façon. l'avenir de 2 usines sur 3, quand on connaît la place que cela occupe dans l'emploi local, dans aussi le symbolique forte, l'usine du Nord, elle est on parle du bilan de l'accord de Nouméa, pardon, enfin s'il y a bien un élément de bilan, c'est quand même bien l'usine du Nord. Bon, donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Je cherche à mettre de l'ordre. Et j'ai pas de langue de bois, je cherche à mettre de l'ordre dans les discussions parce qu'il y a la présidentielle et législative. Enfin, là aussi, pas de langue de bois. Je veux dire, le référendum a été traité par beaucoup d'observateurs ou même de médias nationaux parce qu'il y a l'élection présidentielle, ce qui d'ailleurs pour moi ne m'a pas facilité les choses. Dans les contacts que j'ai eus ces derniers jours, ils sont plus difficiles parce qu'il y a l'élection présidentielle.
soit parce que certains veulent gagner du temps, mais c'est respectable, mais surtout parce que certains cherchent aussi à peut-être promouvoir d'autres candidats à l'élection présidentielle ici sur le territoire. C'est leur droit, c'est la démocratie. Mais une fois de plus, il y a un truc qui s'appelle l'intérêt général. Et derrière les présidentielles et les législatives, j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens dans les formations politiques. D'ailleurs, parfois, ceux que j'ai eu du mal à joindre au téléphone sont peut-être celles et ceux qui seront candidats aux élections législatives demain et qui, derrière, taperont sur le gouvernement et le président de la République. C'est leur droit parce que c'est la France et que c'est une démocratie. Mais, une fois de plus, j'appelle tout le monde à la responsabilité. Ce n'est pas fini, cette affaire de dossier dit calédonien. Les 3 noms ne soldent pas tout. Loin s'en faut. Beaucoup de sujets sont sur la table. Ils sont délicats. Ils méritent l'engagement de tout à chacun. Et en tout cas, c'est ce que veut le président de la République. Mais en même temps, et sans langue de bois, mais on dit que vous êtes appelé à jouer un rôle important dans la campagne d'Emmanuel Macron qui ne s'est pas encore déclaré. Euh, Comment est-ce que forcément, est-ce que ça n'a pas une influence aussi sur votre activité, votre emploi du temps? Et est-ce que vous arrivez à suivre le dossier calédonien jusqu'à cette date-là et après? Non, mais je suis là, je crois. Enfin, je suis là plus que quiconque parmi mes prédécesseurs ne l'a été. Alors, je veux bien qu'on me fasse toujours ce procès. Enfin, je ne dis pas que vous me On le est faites. Mais obligé enfin, de vous poser la non, question. mais consoeurs et confrères me le disent souvent. Mais enfin, je n'ai pas le sentiment d'avoir sous-investi le dossier calédonien. En revanche, si vous voulez me faire dire que je ne serai pas éternel rue Oudinot comme ministre des Outre-mer, ben, oui, bien sûr, on arrive en fin de quinquennat. Il y a des élections présidentielles, des élections législatives. Il y aura forcément des remaniements à venir. Et tout ça est bien naturel. C'est aussi pour ça que je cherche à avoir une méthode qui soit nickel, sans mauvais jeu de mots, sincère, ordonnée, parce que si demain il y a une alternance politique, parce que ça reste encore les électeurs qui décident, ou même si ce sont les mêmes sensibilités qui se succèdent, il faut quand même avoir quelque chose qui soit bien organisé, c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça aussi que j'appelle les différents responsables politiques calédoniens à faire preuve de cette responsabilité. Parce qu'on a beaucoup parlé, bien sûr, le calendrier s'impose aussi. On a souvent on s'est souvent interrogé sur la fin ou non de l'accord de Nouméa. Donc le chef de l'État a dit l'accord de Nouméa arrive à son terme juridique. Tout le monde en a conclu que politiquement ce n'était pas encore fini. De toute façon, dans le calendrier, il ne va pas se terminer avant la dernière Oui, mandature, oui. Une de mai vos, 2024. une de vos professeurs de droit à l'université ici a donné quelques interviews récemment sur le sujet. Elle explique bien les choses. Les référendums sont terminés, l'accord en prévoyait 3, les choses sont claires. Les institutions issues de l'accord perdurent jusqu'à nouvel ordre, et en plus le nouvel ordre par définition a une date, c'est 2024. Donc on voit bien la sincérité du calendrier dans lequel on se trouve. On vient tout juste de terminer le cycle des référendums, qui eux-mêmes étaient dans une seringue de date, puisque le premier est déclenché automatiquement, puis après la mécanique des plus 2 ans, donc on est à la fin de cette mécanique-là. De l'autre côté, vous avez 2024 avec les échéances liées au provincial. Nous, on a positionné une date qui est juin 23. Vous avez une présidentielle, une législative. Non mais pardon, je trouve que ceux qui ont peur qu'il y ait du temps perdu ou qu'il y ait du vide, je trouve que tout ça va déjà être très cadencé, avec beaucoup de questions. Que le budget déjà de la Nouvelle-Calédonie soit voté et non pas arrêté par le haut-commissaire, ce sera déjà une étape qui sera particulièrement importante au premier trimestre de cette année. Et moi je le dis d'autant plus que Louis Mapou, le nouveau président du gouvernement précisément, est nouveau et qu'il n'est pas responsable de la situation qu'il découvre en la matière. Donc il faut qu'on soit tous aussi responsables dans la manière d'accompagner les solutions. Et je pense que ce calendrier-là, il est clair, il est déjà très rythmé vu le nombre de questions qu'il pose. Vous nous avez souvent dit que vous aviez en quelque sorte hérité des accords de Nouméa, mais que vous étiez très jeune au moment de leur signature. Mhm. Euh, Vous êtes satisfait de la manière dont vous êtes arrivé à le presque conclure là aujourd'hui, arrivé au terme de ces 3 référendums? Les choses se sont globalement bien passées. Vous vous inscrivez dans le long terme, enfin vous tracez des perspectives pour le moyen long terme. Non, mais ce qui est très difficile, ce qui a été très difficile pour moi, effectivement j'avais 12 ans au moment des accords de Nouméa, c'est comment on pose l'Airbus accord de Nouméa sans abîmer et trahir la signature de celles et ceux qui se sont engagés en 1998, étant entendu déjà que beaucoup de choses sont passées par là entre-temps. Enfin, le corps électoral, c'est bien après. Je vois que
Madame Pécresse, par exemple, parce que certains veulent faire de la politique nationale et sont venus me chatouiller avec ça ces derniers jours. Madame Pécresse, elle l'a voté, la réforme du corps électoral. Bon. 2007. Donc 2007. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même des étapes déjà de franchies. Et c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on se retrouve au moment où il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Parce qu'il faut organiser le premier, puis très vite, il faut organiser le deuxième. Et pardon, mais enfin, la vie dans l'Hexagone était difficile. Rappelez-vous, Gilets jaunes, plus le début de la pandémie après, etc. Enfin, tout ça a quand même été très difficile, on ne peut pas le nier. Et puis entre le deuxième et le troisième, j'ai eu l'usine du Sud, l'instabilité gouvernementale, plus le document oui-non, et imaginez la fin de l'accord de Nouméa. Tout ça avec un début de campagne présidentielle qui démarre. C'est vrai qu'il fallait tenir le manche pour faire atterrir à peu près correctement la fin de cet accord. Et ce qui compte maintenant, c'est d'organiser le tuilage avec la suite. C'est ce que je suis en train de faire. Vous êtes optimiste sur la capacité des différents partenaires à se retrouver, à se parler entre eux. Vous aviez essayé de les réunir à Le Prédour. Est-ce que, en dehors même peut-être de l'État, est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver à se parler entre eux? L'intérêt général le commande. La jeunesse inquiète pour son avenir le veut. Les parents et les grands-parents inquiètent pour leur jeunesse, le souhaitent encore plus que d'autres. Moi, je pense que les responsables politiques calédoniens sont des responsables politiques de bon niveau. Je ne le dis pas pour donner des bons points ou des mauvais points, mais je veux dire, c'est des gens qui font de l'histoire, font de la géographie, font du droit, ils font des finances, ils font de l'industrie. Non, mais le corollaire de l'autonomie fait qu'un élu ici, en Nouvelle-Calédonie, touche à des sujets ou à des dossiers qui sont bougrement plus complexes qu'un président de département que je suis dans l'Hexagone, pour des raisons évidentes. Le vrai sujet, c'est de ne pas s'enfermer dans des calendriers trop courts. C'est donc de regarder ce qu'on veut à 20 ou 30 ans. Et la force des signataires, Matignon-Dino 88 et Nouméa 98, c'est que ce sont des gens qui se sont dit, dans 20 ans, on veut quoi? Alors avec les non-dits qui vont avec, forcément, il y avait quand même déjà ceux qui voulaient l'indépendance et puis ceux qui ne la voulaient pas parmi les signataires en 98. Mais c'est pas grave. Le principe, c'est que ce n'était pas grave. Parce qu'on prenait tous les sujets sur lesquels on arrivait à se mettre d'accord, constatant quand même qu'il fallait y apporter des solutions. Pourquoi je suis en boucle sur les questions environnementales, l'autonomie énergétique ou alimentaire, les inégalités sociales, les problématiques de financement du pays? Parce qu'en fait, ce sont autant de sujets qui nous reprojettent sur 15 ou 20 ans, si on n'est pas mauvais. Que dire de l'égalité homme-femme, qui est aussi un sujet qui dit quelque chose des valeurs que l'on porte dans une société ou sur un territoire dans lequel on vit. Donc, si on est capable de prendre ces sujets, et qu'on va au-delà des élections législatives, pardon d'être un peu en boucle sur le sujet, parce que ça m'agace, je pense qu'on arrivera à trouver un chemin de dialogue, et y compris avec les indépendantistes. Parce que, aussi pour une raison simple, ils n'ont pas changé, parce que le combat est historique pour eux, mais ils sont aux affaires, comme on dit si bien. 2 provinces sur 3, 18 communes sur 33, la présidence du Congrès, la présence du gouvernement, ça les oblige, mais au sens bon du terme. C'est un honneur d'occuper des responsabilités importantes. Faut pas penser qu'ils veulent échouer, c'est pas vrai. Enfin, ceux qui les caricaturent ne les ont pas compris de ce point de vue, moi qui passe quand même beaucoup de temps avec eux. Donc je crois que là aussi, quand je parle d'union sacrée, c'est oui, est-ce que maintenant la classe politique calédonienne dans son ensemble, est-ce qu'elle est prête à faire passer des réformes qui parfois, par manque de courage ou par des problématiques d'opportunité, ne sont pas passées jusqu'à présent? Ou alors il faudra demander à l'État de reprendre la main, ce qui n'est pas complètement dans l'air du temps, ça ne correspond pas au principe des accords, avec son caractère un peu irréversible, enfin qui est quelque chose qui compte. C'est pas le principe de l'autonomie, c'est pas l'air du temps sur la décentralisation dans l'Hexagone. Mais après, il n'y a pas de sujet tabou pour nous. Mais en tout cas, il faut avancer sur ces sujets, c'est indispensable. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Rythme Bleu à la fin de ce voyage. Merci à vous. À une prochaine fois. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.